Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, la politique économique que vous soutenez depuis 2017 et que vous poursuivez depuis votre prise de fonction repose sur une théorie du ruissellement selon laquelle favoriser les plus riches bénéficierait in fine à l'ensemble de la société. Pourtant, loin de stimuler durablement la croissance, la politique menée depuis 8 ans a surtout amplifié les inégalités, affaibli les services publics, accru la précarité et creusé la dette. Et quant à la baisse du chômage, elle a pour l'essentiel résulté de l'amplification des emplois précaires et des statuts d'entrepreneurs ubérisés. Face à cet échec patent, il est maintenant urgent de réorienter la politique économique de la France. Le Portugal, depuis 10 ans, l'Espagne, depuis 5 ans, mettent en œuvre des politiques qui favorisent l'augmentation du pouvoir d'achat pour relancer leurs économies, tout en soutenant les entreprises et la réindustrialisation. Alors que cette politique économique permet aujourd'hui à l'Espagne d'avoir une croissance 3 à 4 fois supérieure à la nôtre, vous préparez des mesures d'économie qui pénaliseraient les ménages et le soutien à la relance économique. Le possible gel de ma prime Rénov' dès juillet, révélé ce matin dans la presse, serait une folie économique et climatique. Monsieur le Premier ministre, alors que nous approchons du mur de la récession, qu'attendez-vous pour vous affranchir des dogmes libéraux et enfin prendre exemple sur nos voisins européens, sur ceux qui marchent? Qu'attendez-vous pour prendre les mesures de relance du pouvoir d'achat et de soutien à l'investissement, notamment dans l'industrie? Enfin, qu'attendez-vous, Monsieur le Premier ministre, pour réorienter la politique économique de la France au service de la justice sociale et de l'efficacité? Monsieur le député, la parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Monsieur le député Laurent Lardy, avant de distribuer les richesses, il faut produire. Et donc le cœur de la politique économique menée depuis 2017, c'est de protéger les entreprises dont nous avons besoin. Et croyez-moi, je reviens d'une tournée en Asie du Sud-Est avec nos entreprises autour du président de la République. La concurrence est très forte partout, donc protéger nos entreprises, développer nos entreprises, c'est la première priorité. Et d'ailleurs, la première inégalité, c'est celle qui est devant l'emploi. Et quand vous regardez l'effet sur le chômage des politiques menées depuis 2017, jamais depuis 20 ans nous avons eu un taux de chômage aussi bas. Pour protéger les entreprises, il faut investir en termes d'attractivité. Pour la 6e année consécutive, la France, et nous devrions tous en être fiers, est le pays le plus attractif d'Europe. Vous parlez d'échec, ça c'est un succès. Cette politique qui vise aussi à réindustrialiser est une façon au bénéfice de tous d'assurer la transformation écologique et énergétique, qui est aussi au cœur de notre projet, car il n'y a pas de développement s'il n'est durable et partagé. Et la réindustrialisation, ça permet d'avoir des productions décarbonées et c'est accompagné d'un plan de transformation écologique qui est également extrêmement engagé et qui va nous permettre en 2050 d'être au rendez-vous d'une économie zéro carbone. C'est tout cela que nous faisons. Mais pour faire tout cela, eh bien, effectivement, il est essentiel de rééquilibrer nos finances publiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la dette, et le Premier ministre le dit depuis bien longtemps, la dette pèse sur l'ensemble du pays. Le coût de financement cette année est de 67 milliards d'euros. Il sera dans 3 ans de 100 milliards d'euros. Et donc nous sommes dans une situation où, au contraire, une politique de relance alourdirait la dette et réduirait nos marges de manœuvre. Et c'est bien la réduction des déficits qui est la seule façon de poursuivre une trajectoire de croissance. Enfin, je veux rappeler que nous sommes en ce moment, en Europe continentale, un des pays qui, depuis le début de l'année, a une des croissances les plus vigoureuses. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et de la Famille. Madame la Ministre, nous vivons une période et une situation paradoxale en matière de cancer. Chaque jour, des traitements nouveaux sont présentés dans le monde entier avec des perspectives très encourageantes. Et en même temps, de très nombreux d'entre nous vivent ou ont vécu avec le cancer, en le disant parfois publiquement, comme vous l'avez fait Madame la Présidente avec beaucoup de force,
Comme je peux le dire aujourd'hui, pas seulement pour excuser de longues semaines d'absence sur ces bancs, mais pour dire aux Françaises et aux Français que ces sujets intimes sont aussi des sujets de politique publique. Madame la ministre, nous percevons chacun autour de nous l'augmentation des cas, notamment chez les plus jeunes. Combien d'entre eux sont dépistés avec des cancers à des stades avancés? Certains, comme le remarquable professeur Barlesi qui dirige l'Institut Gustave-Roussy, nous disent que nous devons nous préparer à un tsunami, avec des facteurs connus, alcool, tabac, surpoids, régime alimentaire, mais aussi des questions, la part des pollutions environnementales, des aliments ultra-transformés, des perturbateurs endocriniens, des contraceptifs hormonaux. Tout cela est difficile à quantifier. J'ai donc 3 questions, Madame la Ministre. Pouvez-vous vous engager à ce que les recherches en matière de cancer ne soient victimes d'aucune réduction budgétaire dans les mois à venir? Nous devons redonner souffle et visibilité à cette politique. Pouvez-vous nous confirmer l'engagement du gouvernement sur une voie que j'avais mise en avant, celle de la recherche en matière de prévention? Car le levier, ça sera le levier décisif pour lutter contre les cancers et les récidives et mesurer les inégalités sociales. Pourrez-vous enfin vous engager, votre ministère et vous-même, dans un exercice visant à faire la transparence sur ce que nous savons, sur ce que nous ne savons pas, mener à terme le projet de registre? Car aujourd'hui, c'est à la lumière de la science que nous devons avancer, pas à la lumière blafarde du faisceau tendu par les complotistes ou tous les relativistes. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Yannick Neuder, Catherine Vautrin, au choix. Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre, je salue votre courage et à travers vous l'ensemble des près de 4 millions de Français qui vivent effectivement avec un cancer. Je pense que vous avez cité les grands noms de la cancérologie française, le professeur Barlesi, le professeur Blay. Ils ont d'eux-mêmes appelé dans une tribune publiée dans Le Monde la nécessité de ce registre. Donc pardon Madame la Présidente, je ne veux pas rentrer dans des polémiques stériles entre le Parlement et le gouvernement, mais je crois que l'ensemble des groupes est favorable à ce que nous puissions effectivement inscrire ce registre pour pouvoir justement avoir davantage de données sur le déterminisme de ces cancers, qu'ils soient par nos nouvelles hygiènes de vie, que ce soit par les facteurs environnementaux, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les pesticides, les PFAS et également l'alimentation ultra transformée qui est une des pistes sérieuses pour expliquer notamment tous ces cancers. Maintenant, concernant vos questions précises, je voudrais tout d'abord aussi souligner l'important retour de nos équipes françaises de recherche à l'ASCO qui arrivent effectivement de ce congrès, notamment Paris Cancer Cluster, et notamment saluer l'ensemble de la communauté. Et bien naturellement, au vu de l'ensemble des décisions que prendra ce Parlement sur le budget, il n'y a aucune intention de limiter la recherche sur le cancer en France, de favoriser naturellement, deuxième point, la prévention, puisque le meilleur traitement que l'on peut administrer, c'est celui qu'on n'administre pas, et il faut penser à toutes les séquelles des traitements administrés. Donc nous avons intérêt à agir le plus précocement dans la maladie et ça conditionne le pronostic. Et enfin, dernier point, je crois que ce registre, il est appelé des vœux par le Sénat qui a voté à l'unanimité la proposition de loi de Madame Sonia de la Provôté, et je crois que nous pourrons ensemble, dans une démarche transpartisane, l'inscrire le plus rapidement possible dès que nous en aurons la possibilité. Je vous remercie pour votre courage et votre question. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. 5 semaines après le meurtre d'Aboubacar Cissé, un deuxième homicide à motivation raciste et anti-musulmane a eu lieu samedi dernier dans le Var. Hicham Miraoui, tunisien de 45 ans, a été tué par balle. Nous avons une pensée pour lui, sa famille. Nous saluons l'efficacité des forces de l'ordre pour l'interpellation de son meurtrier, admirateur sans bornes du Rassemblement national et client ordinaire de la fachosphère. Hier, à l'Assemblée et aujourd'hui, Monsieur le Ministre, vous avez déclaré que ce crime était prémédité, certainement raciste, sans doute anti-musulman et peut-être terroriste.
Cette déclaration contraste nettement avec certains mots et expressions employés au sein du gouvernement, comme celle de submersion migratoire, qui contribue à alimenter un climat délétère et une culture du soupçon. Pour la première fois depuis sa création, le parquet national antiterroriste s'est en effet saisi d'un meurtre possiblement inspiré par les idées de l'ultra-droite. Cette menace est bien réelle dans notre pays. Depuis 2017, au moins 10 attentats ont été déjoués et qui étaient liés à cette ultra-droite. En 2023, le directeur de la DGSI alertait sur la montée de cette menace marquée par une banalisation de la violence et une radicalisation idéologique, néo-nazie, complotiste, raciste, accélérationniste. Ces thèses sont notamment relayées par l'extrême droite et par certains médias complaisants. Et comme de nombreux mouvements radicaux, la propagande de l'ultra-droite intervient majoritairement en ligne. Ces mouvements, Monsieur le Ministre, menacent notre République. Ils sont organisés. Quels leviers entendez-vous actionner pour les contrer et les éliminer? Et à titre personnel, comptez-vous enfin vous inscrire dans une pacification du discours public? Pour vous répondre, Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame la présidente, monsieur le sénateur, je vais répondre avec la même franchise avec laquelle j'ai répondu à votre précédent collègue. C'est un crime qui est odieux. J'ai utilisé 4 qualificatifs. Raciste, c'est sûr. Anti-musulman, certainement. Terroriste, vraisemblable. Et de l'ultra-droite. Le parquet national antiterroriste a été saisi depuis ces dernières années d'une vingtaine d'affaires. Je crois pouvoir dire qu'une quinzaine d'attentats qui s'enracinaient dans l'idéologie de l'ultra-droite radicale. Je reprends la terminologie précisément du PNAT, l'ultra-droite radicale, ont été à l'époque déjoués. Donc oui, il faut être sans aucune concession avec ces mouvements. J'espère que dans les prochaines semaines, j'aurai l'occasion de transmettre la dissolution d'un groupuscule lyonnais, Lyon Populaire, pour sa dissolution au Conseil des ministres. Maintenant, je pense que la démocratie, c'est le dissensus. J'accepte le débat, vous m'avez connu comme sénateur, et nous avons souvent débattu. Je pense que le débat public, bien sûr, doit être serein, mais il ne doit pas méconnaître des réalités. Par exemple, lutter contre l'islamisme, ça n'est pas lutter contre l'islam. Lutter contre l'islamisme, c'est lutter contre une idéologie politique qui n'a rien à voir avec une religion, c'est une politique. Rien à voir avec la foi. Le pire des amalgames, ce serait de dire que quand on veut taper l'islamisme, on taperait les musulmans. Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire ici. Les pays qui ont été les plus durs avec les frères musulmans ne sont pas les démocraties occidentales. Ce sont des pays arabes musulmans. Le dernier, c'est la Jordanie. Voilà ce que je veux dire. Donc on peut avoir des désaccords, mais je pense que notamment lorsqu'il y a ce genre d'événement, il faut qu'on se situe à une certaine hauteur et qu'on retrouve peut-être, au-delà des débats et du dissensus naturel, une forme d'unité pour faire face à ces menaces qui sont graves. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en matière d'emploi, la France détient le record européen du non-emploi des seniors. Moins de 40% des 60-64 ans occupent un emploi. Et nous savons que le premier frein à l'emploi, c'est celui de l'âge. La première barrière, c'est celle de l'âge. Et cela démarre déjà dès 50 ans, voire même un petit peu avant dans certains emplois. Nous allons, après cette séance de questions au gouvernement, nous allons débattre de la transcription dans la loi de l'accord national interprofessionnel qui a été signé par une partie des partenaires sociaux et qui fait une place assez large à la question de l'emploi des seniors. À titre personnel, j'y trouve certaines choses intéressantes et d'autres qui m'interpellent. Mais en tout état de cause, Monsieur le Ministre, le fléau est tellement important. Il n'y a qu'à entendre les gens qui perdent leur emploi après 50 ans et qui perdent tout espoir d'en retrouver. Je voudrais savoir si, Monsieur le Ministre, au-delà de cet accord, le gouvernement compte fixer des objectifs
aux employeurs. Parce que, par exemple, lorsqu'il s'agit d'emploi des jeunes, on fixe des objectifs aux missions locales. Lorsqu'il s'agit d'emploi tout court, on fixe des objectifs à France Travail. On ne fixe jamais d'objectifs aux employeurs. Or, cette question de l'emploi des seniors, elle ne dépend, j'ai envie de dire, quasiment que des employeurs. Donc les bases vont être posées, mais comptez-vous aller au-delà? Pour vous répondre, Monsieur le ministre Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice Lubin. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je réponds naturellement à la place d'Astrid Panosyan-Bouffet, la ministre du Travail qui est retenue à l'Assemblée nationale pour l'examen de la motion de censure. Et vous évoquez effectivement l'emploi des seniors qui est un enjeu majeur de cohésion sociale et d'efficacité économique. Je rappelle quelques chiffres, moins de 60% des 55-64 ans et seulement 35% des 60-64 ans ont un emploi actuellement. Donc ce sous-emploi massif est d'abord un gâchis humain, c'est aussi un gâchis économique car nous nous privons de compétences, de savoir-faire et d'un potentiel de transmission important. Le gouvernement a lancé, vous le savez, le 29 avril dernier, une grande initiative intitulée « Emploi des 50 ans et plus » qui repose sur 3 piliers, changer la loi, changer les regards et changer les pratiques. Sur changer la loi, c'est, vous l'avez dit, l'objet du projet de loi que vous examinez aujourd'hui au Sénat et qui transpose l'accord national interprofessionnel qui a été signé en novembre dernier avec des axes concrets qui sont la création d'un contrat de valorisation de l'expérience, un meilleur accès à la retraite progressive et enfin un entretien de mi-carrière renforcé. Ensuite, il y a changer les regards, puisque l'âge, vous le savez, reste la première cause de discrimination. Et donc, il y aura une grande campagne nationale de communication dont l'objectif est très clair, c'est de valoriser l'expérience et montrer que les plus de 50 ans sont un atout pour les entreprises. Avec le dernier point qui est sur le changement des pratiques. Et aujourd'hui, il y a plus de 2000 entreprises et partenaires qui se mobilisent autour d'actions concrètes, forums, job dating et table ronde. Et enfin, un guide pratique qui est élaboré avec les entreprises s'engagent et qui est également mis à disposition des entreprises car il donne les clés simples et utiles pour recruter et accompagner les salariés de plus de 50 ans et les maintenir dans l'emploi. Naturellement, s'il y a des précisions à apporter, je ne manquerai pas de faire part à Astrid Panosyan-Bouffet votre question. Madame Lubin, 34 secondes. Monsieur le ministre, vous nous avez fait part de toutes les initiatives qui sont de toute façon toujours intéressantes dès lors qu'il s'agit de l'emploi des seniors et de la difficulté du sujet. Mais je le répète, il faut une mobilisation extrêmement importante des employeurs et il faut aller au-delà du cadre, il faut aller vers des objectifs. Et je voudrais profiter de ce temps qui m'est donné pour rappeler que plus on vieillit en dehors de l'emploi, et plus on a du mal à retrouver de l'emploi. Et donc, j'espère que le gouvernement et la majorité sénatoriale n'ont plus derrière la tête l'objectif de rallonger la durée du temps de travail et d'exclure ainsi de toujours plus de personnes seniors de l'emploi et de les mettre dans la précarité. Merci. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Les pénuries de médicaments atteignent des niveaux inédits depuis une dizaine d'années et vous l'avez vous-même reconnu il y a quelques minutes. Malgré quelques mesures conjoncturelles qui ne s'attaquent pas aux causes profondes, les tensions d'approvisionnement persistent, en particulier dans les zones rurales. Les causes de ce phénomène structurel sont pourtant connues et en premier lieu, le non-respect par les laboratoires pharmaceutiques de leurs obligations. Ici au Sénat, nous avions commis en juillet 2023, avec Laurence Cohen et Sonia de la Provôté, un rapport dans lequel nous formulions 36 recommandations pour répondre à cet enjeu de santé publique. Dans ce contexte tendu, 2 pharmaciens corréziens installés dans un désert en santé, le plateau de Millevaches, ont été lourdement sanctionnés le mois dernier. Ils ont été condamnés à 6 mois d'interdiction d'exercice, dont 4 avec sursis, pour avoir dispensé à l'unité des médicaments en tension. 2 mois d'interdiction d'exercice dans un désert en santé. Ce sont des conséquences graves pour les patients, des interruptions de traitement, une rupture de la continuité des soins. Nous avions pourtant voté dans la LFSS de 2024
la possibilité d'imposer la dispensation à l'unité de certains médicaments face aux tensions d'approvisionnement. La sanction infligée à ces pharmaciens est donc totalement injustifiée et nous voulons leur redire notre soutien. Monsieur le ministre, mesurez-vous vraiment les conséquences sanitaires de la fermeture de ces pharmacies dans des territoires ruraux et hyper-ruraux qui sont déjà aujourd'hui de véritables déserts en santé? Pour vous répondre, monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, sénatrices, madame la sénatrice, merci quelque part pour cette question et de nous situer ce cas de ces pharmacies. Je crois que la pénurie du médicament est un enjeu multiple et varié qui dépasse les frontières de la France. Il y a tout d'abord un enjeu européen qui est une question de souveraineté sanitaire et de localisation, voire de relocalisation de principes actifs dans notre pays. C'est le sens de l'action qui est menée sur un certain nombre de substances actives et notamment plus de 40 substances actives sont relocalisées actuellement. J'ai l'exemple dans ma circonscription avec le paracétamol qui est relocalisé sur un site et qui permettra de fournir 60% de la consommation européenne. Le deuxième sujet, c'est la gestion de la pénurie quand elle arrive. Elle dépend, notamment les problèmes de pénurie actuellement sur les psychotropes font faute d'un problème de production en Grèce, qui montre bien que le sujet est européen et que nous avons besoin de renforcer notre souveraineté. Et donc nous devons agir au niveau européen. Ça sera le sens du Conseil des ministres européens de fin juin au Luxembourg, sur notamment la notion du paquet pharmaceutique pour être très incitatif sur la relocalisation d'industries pharmaceutiques en Europe. Sur le troisième point, qui sont quand la pénurie est malheureusement là, la distanciation à l'unité, le fait de pouvoir substituer le médicament, le fait de pouvoir interdire les grossistes répartiteurs de livrer à l'étranger, le fait de ne pas introduire de nouvelles prescriptions sont des mesures effectivement que nous préconisons avec la NSM pour justement faire face à cette pénurie-là. Donc je vais prendre avec beaucoup d'attention en aparté les coordonnées de ces deux pharmacies. Effectivement, la pharmacie a un rôle majeur, notamment dans les déserts médicaux, et je compte bien mener l'ensemble des actions pour faire en sorte que les déserts médicaux ne s'aggravent pas de déserts pharmaceutiques, car on sait très bien que sur un territoire, quand une pharmacie est ouverte du lundi jusqu'au samedi, c'est un lieu de soins potentiels, un lieu de conseil, un lieu de dispensation, soit de TROD, soit de médicaments extrêmement importants. Et je pense que nous réfléchissons aussi de pouvoir voir comment nous pouvons encourager cette territorialisation, car beaucoup aussi de pharmacies ne sont plus rentables et ne sont plus du coup vendables et se retrouvent à fermer. Donc je regarde avec attention votre sujet. Madame Poumirol, 18 secondes. Votre réponse, monsieur le ministre, effectivement, qu'il y ait une notion européenne, elle est évidente, une réponse de réindustrialisation, elle est évidente, mais je vous interpellais surtout sur ce fait divers qui fait que nous avions déjà des déserts médicaux, des déserts en pharmacie, où beaucoup de pharmacies peinent à retrouver des repreneurs et sont obligées de fermer. Et nous avons aujourd'hui de véritables déserts en santé, c'est ainsi que je les appelle, et qui ont des conséquences dans nos territoires ruraux et hyper-ruraux extrêmement délétères. C'est de ce sujet que je voulais vous parler.